Tu savais que Netflix économise 1 milliard de dollars chaque année grâce à son moteur de recommandation. Imagine ce que cette puissance pourrait faire pour ton SaaS. Et si ton SaaS pouvait faire pareil pour guider l'utilisateur vers la bonne feature ou la bonne offre. Dans cette vidéo, on va décrypter 4 tactiques IA utilisées par Netflix et comment tu peux les copier dans ton produit, même sans être une multinationale. Netflix, c'est plus de 300 millions d'utilisateurs fin 2024. Et 80% de ce que les gens regardent vient de leur système de recommandation IA. Résultat, son taux de churn est seulement de 2,3% environ grâce à la personnalisation. Mais surtout, il lance bientôt un chatbot IA conversationnel, à l'image de ce que l'on connaît avec ChatGPT, Claude et Mistral. Tu tapes « J'ai passé une sale journée » et l'IA te propose des programmes optimistes. Et cette idée, tu peux la répliquer et tu n'as pas besoin d'une armée de dev. On va voir comment. Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors du coup, j'ai découpé cette vidéo en 4 parties pour du coup évoquer les 4 tactiques. Et on va commencer du coup tout de suite. J'ai tout sur mon écran. Je vous afficherai les assets, les ressources, tout ça dans les commentaires. Si vous avez des questions ou vous aimez la vidéo, je vous dis tout de suite, likez, ça nous aidera beaucoup pour le référencement. Alors, partie numéro 1. Chatbot IA pour avoir une navigation assistée. Donc Netflix, on l'a vu, semblerait-il, va du coup proposer un chatbot IA dans son application courant 2026. Il semblerait, je vais mettre du conditionnel parce qu'on attend de voir pour inspecter le code et vérifier tout ça, que ce soit propulsé du coup par ChatGPT. Peut-être qu'un autre modèle d'ici là verra le jour. Hein. On sait qu'en gros, Grok commence à faire parler de lui. Donc ça pourrait potentiellement aussi être un candidat selon moi. L'objectif de ce chatbot, c'est qu'on va du coup pouvoir se passer des menus, des filtres, tout ce que vous utilisez au quotidien pour pouvoir faire vos recherches avec sur Netflix. Là, cette fois-ci, le chatbot, vous allez pouvoir lui parler et lui dire en gros, tiens, je veux ceci, j'ai passé une sale journée, je veux un film dynamique ou rythmé. Pas de problème, l'IA va pouvoir vous apporter une réponse et ça peut être révolutionnaire pour enlever la friction et fluidifier encore plus. Imaginez-vous parler à votre interface plutôt que de rechercher sur votre interface. Il y a un gain de temps et je pense un côté ludique qui risque de plaire à beaucoup de personnes. Alors, ce qui nous concerne, nous, par exemple, comment implémenter cette fonctionnalité dans votre SaaS, dans votre application. Alors, concrètement, le plus simple tout de suite, ce qui vous vient à la tête et ce qui est la bonne réponse, me semble-t-il, ça serait d'utiliser des API comme OpenAI, Mistral, Claude, peu importe ce que vous voulez, votre langage préféré, et les interfacer, les connecter avec votre application. Du coup, le modèle vient taper dans votre base de données, dans votre RAG, dans ce que vous voulez, dans votre base de connaissances, et il fait le lien. L'utilisateur cherche quelque chose et il y a une recherche du coup intelligente qui se fait. L'IA va venir suggérer quelque chose à votre utilisateur. C'est la version pour moi la plus simple. Ensuite, la version un peu moins dev, je mets les mains dans le cambouis, j'ai noté du coup l'utilisation d'outils d'automatisation comme Zapier, Make, N8N, où là, tout simplement, c'est le même principe. On vient utiliser un service tiers, donc Make, Zapier, N8N, ce que vous voulez, on vient le connecter et il y a une interfaçage, une connexion qui se fait. Il y a une surcouche, on vient intercepter la requête de l'utilisateur, votre automatisation fait le traitement et la réponse ressort et c'est cette réponse-là que vous allez afficher à l'utilisateur et lui donner du coup à l'écran. Ça peut être aussi du coup la version un peu plus low cost ou plus rapide ou pour le MVP. Ça peut marcher très bien aussi. En bonus, il est bon aussi de noter qu'on pourrait y ajouter des suggestions ou des sortes de placeholders. Donc vous savez, les champs qui sont déjà indiqués pour inspirer l'utilisateur. Par exemple, là on va sortir Netflix, mais on parle dans le cadre de votre SaaS. Je sais pas moi, je veux automatiser X ou Y. Ce sont des suggestions qui, voilà. Il sait pas trop quoi chercher, ou peut-être que le bouton, la recherche, le placeholder correspond exactement à ce qu'il veut parce que vous avez bien fait votre étude de marché ou d'analyse d'utilisateur de comportement, et du coup vous allez pouvoir cibler rapidement. Vous êtes dans un SaaS, je sais pas moi, je dis de facturation, voilà le premier bouton qui me vient à l'idée, générer, éditer ou envoyer un devis, par exemple. Vous pouvez faire des suggestions en bonus, en plus du chat. Vous savez, quand vous ouvrez votre chat, ça permet du coup de faciliter et d'encore plus fluidifier. Mais c'est pas indispensable, on va le voir que la partie 2 vient rajouter une couche
extrêmement plus intéressantes. Pour la tactique numéro 2, on va parler du coup de recherche sémantique. Effectivement, Netflix a pour vocation ou ambition, dirais-je, de remplacer sa barre de recherche classique par une barre de recherche intuitive et gérée par l'IA. Aujourd'hui, on a une barre de recherche classique qui répond par des mots-clés. Le fonctionnement, il est très simple pour vous donner un petit peu de contexte tout de même. Dans votre application, dans votre SaaS ou dans n'importe quel moteur de recherche, on va l'appeler classique parce qu'on tend à évoluer vers l'IA et vers la recherche intelligente, c'est que vous avez du coup un champ, un input, où vous allez taper votre demande. Par exemple, vous êtes sur un blog, par exemple, principe là, et on va taper, je cherche un article sur la patate douce. Je vais taper patate douce, je vais taper entrée. Qu'est-ce qui se passe derrière dans la machine? La requête est envoyée. Donc le mot patate douce, donc ce qu'on appelle le string en développement, la requête est envoyée du coup au serveur. Donc par exemple, vous êtes sur WordPress, on va dire ça, on va faire très simple, ou peu importe où vous êtes. Là, on va avoir un matching, tout simplement. Le mot patate douce, est-ce qu'il existe dans ma base de données? Si oui, je le fais remonter dans les résultats de recherche. On fait très simple, c'est vraiment juste pour imaginer, pour que vous compreniez la différence. Donc, patate douce, je vais avoir du coup tous les articles qui font référence à patate douce, que ce soit dans le titre, dans la description, dans le tag ou dans ce que tu veux, n'importe quel fil qu'on va pouvoir ajouter en surcouche, ça va remonter si le mot patate douce est trouvé dans ma base de données. Ça, c'est une fonction de recherche classique. Aujourd'hui, on est à un autre niveau quand on parle de recherche intelligente. Et ce nouveau niveau, c'est d'avoir du coup une IA qui vient comprendre les intentions de l'utilisateur. Quand vous allez taper du coup dans votre barre de recherche, je veux faire ceci, je veux un super film, etc. sur Netflix en l'occurrence, l'IA va être là pour essayer de comprendre le sentiment que vous lui donnez, pour essayer de le traduire en quel film pourrait l'intéresser. Donc on voit bien que le niveau de complexité est vraiment au-dessus. Avant, c'était, je tape par exemple le film, je sais pas moi, Spider-Man. Bon, je vais regarder Spider-Man ce soir avec mes enfants. Spider-Man, la liste des films ou des séries qui vont sortir, c'est tous les films et ou séries qui ont du coup Spider-Man dans le titre. Ou maintenant, on avait une petite couche comme supplémentaire côté Netflix qui sont dans le thème. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez le catalogue de Spider-Man et en dessous pourrait aussi vous intéresser. Là, il y avait un lien qui était fait. C'est qu'en gros, Spider-Man est un film par exemple d'action, est un film potentiellement de super-héros. Donc, ce sont des mots-clés qui sont associés aussi à d'autres films et du coup, on avait une suggestion aussi en plus derrière. Vous avez compris l'idée. Maintenant, c'est que je rentre chez moi, je lance mon petit Netflix et je dis par exemple, voilà, j'ai un peu cafard, mais moi un petit film marrant. C'est vraiment le même principe que si vous étiez avec votre pote. En gros, voilà, il vient à la maison ce soir, il n'y a pas de match de foot, on se fait un petit Netflix ce soir. Et votre ami vous dit, ce soir je me regarderais bien un petit truc, un petit film d'humour marrant, toi, qui avec un peu d'action et tout. Et ben cette phrase-là que je viens d'évoquer, un petit film marrant avec un petit peu d'action, c'est un langage naturel. J'ai parlé naturellement à mon ami. C'est ce que Netflix veut. C'est la façon dont Netflix veut que vous communiquiez avec leur outil. En gros, avec un langage humain. Et ça va introduire du coup la fameuse notion de NLP pour Natural Language Processing. J'avais failli l'oublier celui-ci. Natural Language Processing. Je vous le mettrai en bas dans tous les cas. C'est ni plus ni moins le traitement du langage naturel. C'est en gros comment traiter l'information, ma voix ou ce que je dis de façon naturelle. Et là du coup c'est l'objectif du coup de Netflix de lui parler comme si vous parliez à votre pote pour lui demander ce que vous voulez en fonction de votre mood, vous avez compris le principe. Je vais m'arrêter là pour ça. Et maintenant vous allez me dire ok, comment je peux intégrer du coup le NLP dans mon app. Alors, prenons un exemple très bête. Je sais pas, je vais dire par exemple, en gros, vos utilisateurs, ils recherchent comment segmenter mes clients. Bon, ils tapent ça dans leur barre de recherche. Ils tapent comment segmenter mes clients. La réponse avec le NLP, votre système est en place, tout fonctionne, on est content, peu importe comment c'est fait, ça fonctionne, c'est le principal. Quand ça fonctionne, je le rappelle, on n'y touche plus. Le système va dire, ok, segmenter mes clients actifs, on va être plus précis. Là, de ce fait-là, l'IA, l'intégration du NLP, va comprendre l'intention ou ce que veut faire réellement l'utilisateur et vous allez pouvoir du coup lui proposer la fonctionnalité qui est intéressante. Là où avant, on ne répondait plus simplement à une sorte de documentation ou de blog où on affichait quelque chose, c'est que là, on va le diriger, on va comprendre sa requête et
on l'a comprise et on va l'amener à l'action ou à la fonctionnalité que notre produit, que notre SaaS, je vais taper dans le micro, pardon, on laissera ça au montage, excusez-moi, ce que notre client et notre SaaS peut lui proposer. Donc dans notre cas courant, segmenter mes clients actifs, j'affiche dans la réponse, en autocomplete ou en résultat, la fonctionnalité qui s'appelle par exemple en gros Segment Customer. Et là, ça l'amène directement. Et là, vous avez réduit la friction. L'utilisateur se dit, ah, ok, j'ai compris, c'est simple, c'est fluide, c'est rapide. Je tape quelque chose, je tape une intention, une volonté, une idée. J'ai une réponse, l'IA est capable d'analyser ce que j'ai tapé en input pour pouvoir la traduire soit en fonctionnalité ou soit quelque chose d'actionnable. Et c'est ça la puissance du coup de l'IA générative dans les moteurs de recherche grâce au NLP. Alors concrètement, comment le faire? Maintenant, au point de vue un peu plus, on a vu la surface, comment le faire d'un point de vue plus technique, on va dire, plus comment je mets ça en place, Timothée, c'est bien beau tout ça. Alors, la même réponse va être appliquée, on pourrait se diriger, du coup j'ai noté quelques outils, parce que je les connais pas tous, je les ai pas tous utilisés, hein, je vais être honnête, mais bon, ceux-là, les premiers, oui, donc les API, vous avez du coup encore une fois du OpenAI, etc., tout ça, toutes les API, tous les LLM classiques, vous pouvez essayer de, si vous êtes développeur, ou demander à votre développeur de connecter, d'interfacer ces API pour essayer de ramener votre logique et du coup d'avoir cette réponse-là, c'est pas de problème. Un peu plus en bas niveau, on pourrait parler de LangChain avec Python, où là on pourrait du coup faire les chaînes justement avec vos modules et services et vos fonctionnalités pour diriger et faire comprendre à l'utilisateur l'intention. Donc ça peut marcher aussi. C'est une idée, c'est ça que ça marche. Alors c'est pas que ça marche mieux, mais je dirais quand même que LangChain est fort pour tout ce qui va être en gros du RAG, du retrieval et de l'analyse de base de données, niveau segmentation, etc. On va pas rentrer dans les détails, je vais vraiment essayer de vulgariser et rendre la vidéo accessible. Donc là on reste entre guillemets en surface, c'est vraiment pour vous donner des idées de l'ambition et du contexte du sujet de Netflix, tout simplement. Donc j'ai noté ça. Et alors, j'ai noté aussi d'autres choses, excusez-moi. Pour du open source, et c'est là je ne connaissais pas ces outils-là. Si vous les avez testés, je vous invite vraiment à me faire un retour là-dessus. Je l'ai pas testé celui-ci qui s'appelle Spacey. Donc je le noterai du coup, toutes les ressources ou tous les documents seront dans la description. Il y a Spacey. FastAPI, ça, je pense que tous les développeurs ou ceux qui sont proches du développement connaissent un petit peu FastAPI, il n'y a pas de problème. Et un que j'apprécie particulièrement, que j'ai pu tester, alors pas dans le contexte de Netflix ou de l'IA ou de recherche, etc. Quoi, dans la recherche si, mais pas avec de l'IA. C'était Elasticsearch. Je pense que ça va parler à beaucoup de personnes. Elasticsearch, c'est un moteur qui est très connu pour ça, à l'époque pour des choses de moteurs de recherche qu'on pouvait intégrer à nos systèmes. Et maintenant, ils ont développé du coup un Elasticsearch NLP Ready, donc Natural Language Processing. Donc vraiment, ils se sont basés, ils ont compris que l'IA était l'avenir et le futur. Et Elasticsearch propose vraiment des fonctionnalités vraiment propres pour faire du RAG, récupérer les données database. Et vous pouvez connecter absolument tout, il pourra tout retrouver. Il est extrêmement puissant de façon simple pour les développeurs normalement, mais en tout cas surtout très rapide, plus qu'une solution maison, c'est vraiment bien. Moi je trouve en tout cas, laissez-moi vos commentaires, que c'est vraiment très très fort et très bien optimisé. Elasticsearch, c'est une solution que je recommanderais à beaucoup de personnes, et en plus dans tous les cas, on est sur l'open source, donc pourquoi s'en priver? Ensuite, la dernière solution que j'ai notée, classique, on en revient toujours à nos deux grands vainqueurs de l'automatisation, N8N et Make, Zapier pour ceux qui sont encore dessus. Qui peuvent du coup être présents pour ajouter une fonction intermédiaire et du coup faire le pont entre la recherche et l'utilisateur comme on l'a vu. Dans tous les cas, l'IA est là pour anticiper, simplifier et fluidifier l'expérience de votre utilisateur. Donc on va s'en servir, on veut s'en servir absolument. Petite parenthèse rapide, si tu veux intégrer l'IA dans ton SaaS, mais de façon vraiment utile, que ce soit dans ton produit ou dans ton process de développement, je t'invite à cliquer sur le premier lien en description. On t'offre un diagnostic stratégique 100% offert. Tu viens avec ton projet, on t'aide à identifier les bons leviers IA, sans complexité, et ça, que tu bosses avec nous ou pas par la suite. Ensuite, on va passer du coup à la troisième tactique. Alors, pour la troisième tactique, on est sur de la recommandation IA, bien entendu, toujours, vous l'aurez compris, mais là, on est sur du sur-mesure. On va encore zoomer un petit peu pour essayer d'être encore plus précis et essayer de répondre au comportement, je dirais, de l'utilisateur. Alors, je vous ai noté plusieurs choses. On sait que Netflix, quoi, on sait, oui, j'ai pas le code source de Netflix, mais
on sent bien quand même, on le voit, on le sait, arrêtez de se mentir, hein, que Netflix segmente ses utilisateurs avec ce qu'on appelle des embeddings. En fin de compte, des micro-genres. Aujourd'hui, quand vous regardez Netflix, en fonction du film, de la série, des genres, de votre âge de la série, bref, tout un tas de facteurs, vous allez rentrer en fin de compte dans de micro-clusters, des clusters, on va appeler ça, c'est ce qu'on va traduire par des cases, en fait, vraiment vous êtes cloisonnés. Alors ceux qui aiment pas être cloisonnés, vous êtes malheureux, mes petits potes, mais vous êtes vraiment dans des cases, d'accord, comme ça, parce que vous avez regardé ceci, parce que vous avez regardé cela, comme ça, tac, 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 tac. Et c'est exactement comme ça que ça fonctionne. Et ça, aujourd'hui, l'objectif, c'est d'adapter au maximum le contenu. Aujourd'hui, je pense que si vous ne partagez pas votre compte Netflix, vous avez bien vu qu'en gros, tout est cohérent. Vous avez regardé, on va prendre Spider-Man, et vous avez regardé le dernier Marvel, bref, vous êtes un fan des comics, des Marvel, etc. Les suggestions qui vont apparaître sur Netflix, vous n'allez pas avoir 50 nuances de grey. On a bien compris. Et c'est exactement pourquoi et grâce aux embeddings et à la micro-recommandation que c'est le cas. Donc, si vous partagez votre compte, vous avez bien remarqué que des fois, ça n'a pas de sens du tout. Parce que des fois, on va se retrouver avec Pocahontas, parce qu'on a partagé le compte à la tante, et que sa petite fille a regardé le compte. Et ça fout le bordel dans la liste. Et ça, on n'aime pas. Mais normalement, si vous n'avez pas partagé, en tout cas, c'est cohérent, ou en tout cas, ça suit une logique qui est plutôt efficace. En tout cas, moi, je trouve que leur moteur, il est vraiment cool. Si aujourd'hui, là, je fais une petite parenthèse, ceux qui disent ah franchement Netflix il y a plus rien à regarder ou je trouve rien sur Netflix ou parce que vous êtes vraiment un gros cinéphile et que vous allez voir les choses à l'avance au cinéma, ça c'est encore le débat, mais le cas échéant, je pense que c'est tout simplement parce que vous regardez trop Netflix les gars, on va pas se mentir. Parenthèse terminée. Donc pour revenir à ça, c'est comment on peut copier ça dans notre SaaS. Donc l'idée c'est qu'en gros, nous on veut segmenter, on veut aussi faire de l'embedding, on veut analyser le comportement de nos utilisateurs. Et ça, du coup, cette recommandation sur mesure, elle peut être effectuée de deux manières spécifiques. Exemple numéro 1, l'utilisateur qui vient par exemple pour la 3e fois sur le SaaS. Bon, on sait très bien que s'il vient on peut déduire que s'il vient la 3e fois, on pourrait lui suggérer ou lui recommander des choses différentes que la personne qui vient pour la première fois. Jusque-là, vous me suivez, il n'y a pas de problème. Autre cas concret, à l'inverse, un utilisateur qui n'est pas venu depuis, par exemple, 10-15 jours. Donc, il a un peu déserté le produit. Relance par mail, une pop-up qui arrive s'il revient au bout de 15 jours. « Ah, tu nous as manqué, ça faisait longtemps. Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas venu chez nous depuis un petit moment ?» Peut-être lui suggérer des choses. Est-ce que l'outil est assez pertinent pour lui amener une pop-up IA avec des questionnaires. Vous voyez, il faut vraiment prendre du cas par cas et pas croire que 100% de vos utilisateurs ont le même comportement, ont les mêmes envies, les mêmes ambitions et le même taux d'utilisation. Et ça, il faut comprendre pourquoi. Et c'est grâce à ces outils-là, grâce à ces micro-focus, comme ça quand on zoome sur le comportement individuel, du coup, individuel, mais en gros, finalement, qui reste dans un groupe, parce que le nombre de personnes, vous avez 1000 utilisateurs sur votre SaaS, j'ai 1000 utilisateurs qui reviennent pour la 3e fois ce mois-ci sur le SaaS, ça peut être un groupe de 200 personnes qui représentent ce cas-là. Mais vous voyez un petit peu l'idée, c'est que ils sont quand même dans une case, encore une fois. Ils sont venus 3 fois au cours des 3 derniers mois. Ils sont revenus 2 fois. Ils sont pas revenus depuis 10 jours, 15 jours, 20 jours. Ils sont jamais revenus après la première connexion. Tout ça, il y a forcément plusieurs utilisateurs, mais ce sont des utilisateurs qui sont dans des segments, qui sont dans des embeddings, qui sont dans des clusters, dans des cases, tout simplement, qu'il faut pouvoir analyser. Je pense qu'on a fait le tour par rapport à ça. Maintenant, concrètement, comment moi, vous, on peut mettre ça? Alors, je vous ai noté 2-3 choses aussi par rapport à ça. Comment on peut faire concrètement? On peut utiliser des logiques conditionnelles. Donc ça, encore une fois, si on va pas trop en parler, mais dans la partie développement, on peut très bien mettre un algorithme, utiliser les cookies, les sessions, la dernière connexion. On peut traquer beaucoup de choses quand on est développeur. C'est pas un problème. On peut tout imaginer en termes de tracking et de développement. Mais ça, c'est le meilleur des mondes. Le cas échéant, vous avez des outils du coup qui est comme je l'ai pas testé celui-ci encore une fois, donc je vous invite fortement, si vous avez des outils qui sont dans ce style-là ou vous avez testé, à faire vos retours dans les commentaires. Je prends toutes les ressources. C'est avec grand plaisir en tout cas que j'écouterai du coup vos recommandations. Du coup, on a Oosteta, Segment.
Celui-ci, je l'ai pas encore testé non plus. Avec N8N aussi, ça peut marcher, du coup, avec une logique conditionnelle. Donc, N8N ou make, encore une fois, vous appuyez. Alors, je vais pas le répéter à chaque fois, vous avez compris. Je parle d'automatisation. Mais pour expliquer un petit peu, du coup, la logique conditionnelle, ça serait, par exemple, if, du coup, je vais le vulgariser, hein, c'est pas ça, ne prenez pas au pied de la lettre, les développeurs, s'il vous plaît, ou les pros de l'automatisation, s'il vous plaît. Donc, if le user ne s'est pas connecté depuis 3 jours, alors afficher la pop-up, alors envoyer un mail. Pour vulgariser, tout simplement, c'est une logique conditionnelle. C'est quelle est la condition que je veux qu'il soit rempli ou non rempli, ou égal, pour déclencher une action. Là, en l'occurrence, ça peut être... J'avais soif, c'est pour ça qu'il a bougé. Ah ça, j'ai pas coupé au montage, je me suis mis de l'eau dans l'œil. Magnifique. Quelle est l'automatisation qui doit être remplie, la condition qui doit être remplie pour déclencher, du coup, une action. Une pop-up de recommandation, un email, etc. Vous l'avez compris, pas de problème pour ça. Ensuite, on peut avoir des recommandations simples, tout simplement, avec GPT, avec un contexte, où en gros, là, on va vraiment donner du coup un contexte à l'utilisateur. J'ai noté aussi Pinecone. Je ne l'ai pas utilisé, mais le reste, ce sera du coup pour moi le plus simple quand même pour commencer ce genre de recommandations sur mesure. Ça resterait l'automatisation, sinon dans le cas d'un MVP où on veut aller ou faire un POC ou tester rapidement, ou sinon du coup du OpenAI avec du coup des suggestions en vectoriel. Vous savez, on va taper un peu pour donner un peu plus de profondeur. On va taper du coup dans une base de données, dans les segments, on va voir ce qui se passe, on va analyser les données, et tout ça pour ça il faut le traquer. Donc il faut un accès forcément à la base de données. L'IA ne pourrait jamais inventer, elle pourrait avec l'hallucination, mais elle ne pourra pas inventer ou savoir combien de fois c'est connecté le dernier utilisateur si vous ne donnez pas accès à ces données. Donc forcément, là, il faut faire des connexions, il faut faire des liens. Il y a plein d'outils pour ça. On en reparlera plus tard, on fera une démonstration pour ça. Ensuite, en no-code, j'ai noté quoi? J'ai noté du WeWeb, Airtable, mec, encore une fois, il n'y a pas de problème, avec du coup du tagging automatique selon les usages. Là, encore une fois, pour donner un exemple concret, l'utilisateur a acheté, s'est inscrit, la dernière connexion s'est faite il ne s'est pas connecté depuis 3 jours, alors ça déclenche un tag, ça va amener un tag, par exemple, en gros, no connection from 3 days, yeah, par exemple. C'est un tag qui se rajoute dans Airtable, dans ce que vous voulez, etc. L'utilisateur, il est tagué, et à partir du moment où il est tagué, alors après dans Airtable, avec les automatisations ou avec différents scripts, etc., on peut du coup déclencher les actions. Il y a énormément de solutions, de possibilités et de chemins pour automatiser cela. Mais le principe que vous devez simplement retenir, c'est que il est important de traquer, de mesurer et de faire de l'IA, en tout cas si on va intégrer le palier à la tactique numéro 3, l'intégration de l'IA du coup sur mesure, de vraiment pour avoir sentir que l'utilisateur finalement, faut vous mettre à la place de l'utilisateur et que l'utilisateur lui, du coup vous, quand vous arrivez sur un service et on vous dit ah tiens ça fait longtemps que tu t'es pas connecté, bon c'est un petit peu plus trop péjoratif mais tiens je vois que ça fait longtemps que tu utilises notre service, pour te remercier on t'offre quelque chose, etc. Il se sent considéré, il sent qu'il y a quelque chose derrière, il a l'impression, l'expérience, et c'est pas une impression, c'est réel, son expérience elle est personnalisé. Parce que moi, j'utilise le service depuis quelques mois. Mon pote qui vient de s'inscrire, il n'aura pas la même expérience, il n'aura pas les mêmes notifications, les mêmes recommandations, les mêmes besoins. Et c'est là que l'expérience, elle évolue. À l'époque, on disait qu'un site internet, vous savez, c'était vivant. Aujourd'hui, un SaaS, un produit, une application, c'est vivant encore plus dans le sens où l'expérience, on a encore beaucoup plus d'outils pour faire évoluer un site. Parce que quand on disait à l'époque qu'un site internet c'était vivant, c'est dans le sens où en gros, ok, je sors une version 1, et on disait à nos clients, mais vous inquiétez pas, votre site internet il va évoluer, il est vivant, on va le faire évoluer avec les retours, etc. Ou ce que vous aimez, la charte graphique, c'est Noël, on va mettre des petites guirlandes. C'était ça. Maintenant, on parle de vivant, c'est que ça prend encore plus de sens parce qu'il est vivant dans le sens où il va donner l'impression qu'il interagit avec les utilisateurs. Et je vous parle pas de la pop-up newsletter toute pétée qui vient nous embêter tous les 4 matins. Je parle vraiment d'une interaction, d'une pop-up ou d'une notification qui dit « Ok, on analyse mon comportement, on comprend ce que je fais, on sait ce que je veux. » Et ça donne une immersion et une puissance qui fait que le churn en est réduit, l'utilisateur est séduit et tout le monde est content. Tout simplement. Et enfin, la 4e tactique, on va parler du coup de la génération d'assets, donc vidéo ou images avec l'IA. Donc on sait que Netflix, je sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais Netflix du coup a généré des images, a généré grâce à l'IA des images pour la série Eternaut. Je vous mettrai la petite affiche, etc. J'ai commencé à la regarder, je crois que je suis à l'épisode 3, je crois.
3 ou 4. Bref, je vais pas vous spoiler. J'ai pas encore tout compris, mais ça a l'air marrant. Bon, quoi marrant? Ça a l'air intéressant, on va dire. Et c'est vrai qu'en gros, quand on regarde la série, maintenant que j'ai cette information, je la vois un petit peu différemment et je vois on se dit, tiens, c'est des images de synthèse. Et ben finalement, non, c'est pas des images de synthèse au sens propre où quelqu'un a généré, un monteur a généré un 3D, fait des 3D Maker a fait des assets. C'est vraiment Netflix qui a utilisé l'IA concrètement pour générer certaines séquences. Alors je ne pourrais pas vous dire quelles séquences, les plus curieux, les plus fans pourront peut-être me dire ça, la réponse dans les commentaires, quelles séquences ont été générées, mais en tout cas, apparemment ça leur a réussi, ça leur a permis d'être 10 fois plus productifs. 10 fois plus. On fait référence à la vidéo sur Context Engineering qui va être par là, pour produire et pour coder plus rapidement. Pour rappel, vous pouvez la regarder. Mais en tout cas, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, moi je prends du principe que si les plus gros, ceux qui ont le plus de moyens, se permettent de faire des choses qui leur en font économiser des coûts, pourquoi nous on se priverait? Et ben c'est exactement cette position sur la partie 4, c'est utiliser, s'il vous plaît, l'IA pour générer vos assets. C'est extrêmement puissant et on va voir que ça ne fait que augmenter. Alors attention, si vous êtes monteur, si vous êtes créateur, etc., et que vous avez laissé cette expertise-là, bah tant mieux pour vous. Moi typiquement, je suis pas monteur, je suis pas créateur 3D, je ne suis pas développeur de jeux vidéo. Donc tout ce qui peut m'aider à augmenter la qualité de mon produit, bah, je vais m'en servir et l'IA le fait. Et j'ai l'impression, je sais pas c'est quoi votre sentiment, que c'est de mieux en mieux et que je vais me faire avoir pas mal de fois. Sur les photos, on arrive encore à avoir une petite différence, mais sur les vidéos, il y a des choses, des fois je me dis, c'était un vrai chat ça ou... C'était un vrai chat ou c'est l'IA? Et je suis obligé d'aller voir les commentaires, fake ou pas fake quoi. Et des fois il y a des gens, on sait pas trop en fait. On revient encore du sujet. Donc Netflix a utilisé l'IA du coup pour la série du coup l'Eternaute je crois. On part de ce postulat-là. Donc la question maintenant c'est comment toi aussi tu peux utiliser l'IA pour produire du coup des assets. Alors à quel moment ça peut être intéressant selon moi? Je vous ai noté une petite liste, on va le voir juste après et je vous donne du coup derrière comment le faire concrètement et les différents outils. Il en existe plein, vous allez voir. Des previews dynamiques, en gros des rendus, des vidéos comme ça pour donner... On va dire des vidéos d'habillage, tout simplement, pour habiller votre site, votre landing page, etc. La base, pas de souci, ou même des images. Des vidéos de démo. Donc là, je parlerai plus par exemple de vidéos d'onboarding. Donc par exemple, vous avez un SaaS qui fait, on va rester en comptabilité, je suis désolé, je suis pas inspiré aujourd'hui, des vidéos de comptabilité. Vous proposez de demander à l'IA de créer une vidéo qui montre comment, avec vos outils, ou mets-moi en scène, en gros, quelqu'un qui a du mal à gérer sa comptabilité et comment mon outil, le titre de mon outil, va pouvoir les aider en réduisant les factures, en montrant une personne qui, par exemple, en gros, est débordée et croule sur les factures avec plein de factures qui tombent du ciel. Ça, vous pouvez lui demander, vous allez voir que boum, la vidéo elle va tomber, ça va être magique. Je vais même essayer d'utiliser ce prompt-là et de l'intégrer à la vidéo si j'ai le temps et j'y arrive. Mais ça peut être une idée. Illustrer vos produits ou des animations. Vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez comme asset. À partir du moment où il y a de la vidéo ou une image, dites-vous bien que, posez-vous la question, est-ce que je peux le faire tout seul ou est-ce que, parce que si vous vendez un produit physique, vous avez quelque chose de physique à montrer comme des screenshots de votre dashboard, etc., parce que vous vendez une solution, ok, c'est cool. Mais le reste, la vidéo en motion design pour animer le produit, est-ce que je peux la faire tout seul? Oui, non. Peu importe, l'arbre décisionnel, il va toujours au même endroit. Est-ce que l'IA va me faire gagner du temps? Est-ce que l'IA pourrait arriver ne serait-ce qu'à 90% de la qualité du produit que je veux rendre en termes d'image ou de rendu? Si oui, vous avez la réponse qu'il faut foncer vers l'IA, tout simplement. Et la force et l'avantage de l'IA, quand même sur ce genre de modèle et d'initiative, c'est qu'en gros, c'est tout simplement la facilité avec laquelle vous pouvez itérer. Aujourd'hui, je vais digresser un petit peu, mais vous voulez faire une maquette en UI UX. Un designer, à l'époque, vous allez vous faire une première session de maquette, il va prendre une semaine pour faire une maquette bien lichée, etc. Les premiers gestes sont passés, etc. Je parle vraiment de la maquette finale. V1, G1. Ok. Ah, ça va pas et tout, viens, on change ça, etc. Ok. Une demi-journée, une journée pour faire ça, pour remettre tout à jour. Aujourd'hui, l'IA, elle peut faire 10, 15, 20, 30 itérations par jour pour des choses qui n'ont pas beaucoup de valeur ajoutée si c'était un humain qui le faisait, donc utiliser l'IA. Et là, ça va être pareil, la même conception pour la vidéo.
voulez faire une vidéo, mais imaginez le coût qu'il faut pour générer une vidéo de quelqu'un qui est en train de sauter d'une montagne, etc. C'est même pas abordable, ni pour vous, ni pour moi, ni pour très peu de gens sur cette terre. C'est des moyens colossaux qu'il faut pour générer ce genre de vidéo-là. Un mec qui saute en parachute d'un avion, par exemple. Ne serait-ce que ce coup-là. La prise, elle est pas faite, elle est mal faite, elle est loupée. On recommence, imaginez les coûts. Là, vous pouvez itérer 1, 2, 1000, 500, 600, 1000 fois sur la vidéo. Bon, attention, il y a les tokens quand même derrière, donc on va dire, on va rester raisonnable sur 5, 10 ou 15 fois sur la vidéo. À la fin, vous prenez celle qui vous plaît. Et vous l'avez, et ça vous a coûté, allez, au maximum, je vais être ultra méchant parce que vous maîtrisez pas vos prompts, vous avez beaucoup d'assets, etc. Ça vous a coûté 20 €. Voilà, point barre. Donc ça, voilà un peu l'idée et le pourquoi je recommande vraiment de partir sur l'IA. Concrètement maintenant, comment faire concrètement pour mettre ça en place? Alors, on a des outils du coup comme je vous ai noté, Runway ML pour générer du coup des visuels ou des vidéos tutoriels dynamiques. En vidéo, je rajouterai aussi tout ce qui va être VO3 de Google, etc. qui marche très très fort en ce moment, qui produit vraiment des visuels et des vidéos qui sont vraiment très très bluffantes honnêtement. Pour les plus modestes, on a aussi du coup Canva IA pour créer rapidement des slides, des assets, des visuels marketing. Ils font aussi la génération de vidéos, il me semble, Canva, donc à ne pas sous-estimer. ClipDrop qui marche, DID, je ne l'ai pas testé celui-ci, mais ça c'est plus pour transformer des scripts de texte en vidéo. Donc en gros, on prompte la vidéo, donc c'est du prompt to vidéo, tout simplement, comme du prompt pour image, mais pour la vidéo. Même principe que pour VO3 d'ailleurs. Pour des vidéos du coup de ça, alors, je reviens du coup sur DI et ClipDrop, c'est vraiment pour des vidéos de démo auto-générées. C'est qu'en gros, vous allez générer les assets, vous allez apporter des assets, des screens, des vidéos, etc. Vous allez les apporter à l'image et elle va générer en fin de compte les clips avec vos assets. On n'est pas sur du 100% IA où la VO3, je vous dis, je veux un chat qui fait du skateboard dans la neige sur Mars. Là, c'est une invention 100%, j'ai pas apporté le chat, j'ai pas apporté Mars, j'ai pas apporté la neige. Je crois qu'il y a de l'eau sur Mars, ils ont trouvé de l'eau sur Mars. Bon. Tout ça pour dire qu'en gros, il reste aussi les API, vous pouvez connecter, si là vous êtes un peu plus mettre les mains dans le cambouis, ou on peut connecter des API du coup d'images comme Stability ou Pika, du coup ça peut vous permettre de générer du coup des visuels en temps réel dans l'application. Là on parle de in-app, c'est pas forcément derrière, mais si vous êtes développeur encore une fois, vous voulez générer des assets, etc., vous pouvez très bien faire vos petits tambouilles en interne. Là c'est vraiment, je l'ai noté pour la connaissance, mais là dans notre cas concret, si on veut générer des assets, on va revenir du coup au précédent qu'on a évoqué. En tout cas, vous l'avez compris, l'objectif de tout ça, de tous ces outils, c'est vraiment d'augmenter l'expérience utilisateur à un niveau supérieur, l'élever d'un gros cran, d'un gros palier, on va pas se mentir, et surtout ça, c'est sans exploser vos budgets. Et voilà, la vidéo est terminée, on arrive à la fin. Elle dure un peu plus longtemps que prévu. J'avais prévu un petit quart d'heure, je pense que je suis un petit peu au-dessus. On verra ça au montage, mais c'est pas un problème. Là, on vient de voir du coup les 4 tactiques utilisées par Netflix pour intégrer l'IA, ou comment l'intégrer l'IA, en tout cas dans son application. Vous pouvez du coup, dès à présent, dès aujourd'hui, sélectionner une de ces tactiques et l'implémenter dès à présent dans votre produit, dans votre SaaS. Vous en choisissez une, peu importe celle qui vous plaît le plus, qui vous parle le plus, qui est la plus adaptée à votre produit. Et je vous invite du coup à commencer à tester directement une de ces quatre tactiques. L'objectif final de tout ça, parce qu'on parle beaucoup, mais c'est d'augmenter du coup la rétention des utilisateurs. Plus ils restent longtemps sur l'application, mieux c'est pour vous, normalement. D'augmenter aussi la conversion. Et via ça, c'est aussi en passant par l'augmentation claire et nette de la valeur perçue. Parce que vous avez un bon onboarding, vous avez des beaux assets, vous avez des bonnes images, vous avez un produit qui répond à une problématique. À un moment donné, vous cochez toutes les cases pour le succès et le scale de votre SaaS. C'est obligé que ça apporte quelque chose, en plus en tout cas, si vous améliorez la qualité d'un des axes de votre produit. Il y en a tellement. On ne couvre pas tous avec cette thématique-là, mais ça en fait partie. La valeur perçue et l'effet waouh avec ce genre de produit, avec l'intégration de l'IA intelligente, ça ne peut que améliorer drastiquement la valeur perçue et du coup, l'envie aux utilisateurs de rester et d'utiliser votre produit. Voilà mes amis, cette vidéo touche à sa fin. Si ça vous a plu, vous avez aimé ou appris quelque chose, ou vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à laisser votre meilleur like. Laissez-moi un petit commentaire pour voir si vous êtes encore présent, @toto, on dira en commentaire pour les plus vaillants, ceux qui sont encore présents. Et n'hésitez pas à vous abonner pour du contenu sur le SaaS et l'IA de qualité qui continue à arriver. On vous prépare vraiment de très très belles choses sur la chaîne. Donc je vous dis à plus tard et surtout, enjoy your SaaS. Si tu te reconnais dans l'un de ces cas,
Tu veux intégrer de l'IA dans ton SaaS, mais tu sais pas par où commencer, et t'as pas envie de builder une feature inutile. Tu veux utiliser l'IA pour développer et scaler plus vite ton produit sans brûler 10K en dev, en outils ou en prestat freelance. T'as un SaaS en ligne, mais ça ne vend pas et tu ne sais pas d'où ça vient, mais t'as besoin de résultats. Ou tu veux vendre à des entreprises, mais t'as zéro certitude sur ta conformité RGPD ou l'AI Act, cybersécurité. Alors clique sur le lien en description et dépose ta candidature. Si ton projet est éligible, on t'offre un diagnostic stratégique complet. On t'explique ce qui bloque et surtout comment corriger le tir. Simple, direct, sans détour. C'était Timothée, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très vite pour un prochain épisode.